Quelles sont les principales étapes pour s'installer ou se développer en libéral? Je me présente, je suis Medjed Boussahaba, psychologue et psychothérapeute en libéral depuis 3 ans maintenant et j'ai fondé l'Académie du Libéral pour accompagner mes consoeurs et mes confrères à s'installer et à se développer également. Aujourd'hui, on va voir ensemble quelles sont les principales étapes qu'il faut mettre en place, les principaux pièges également à éviter pour que tout se passe bien dans votre installation ou dans votre développement. La première chose pour moi qu'il faut essayer d'investiguer, c'est cette relation au libéral. Ça peut être la relation à l'installation, ça peut être la relation à l'entrepreneuriat ou j'irais même jusqu'à votre propre relation à l'argent. En France, et peut-être en particulier dans les métiers du soin, de l'accompagnement, on peut avoir une relation à l'argent qui est assez taboue et qui fait qu'on peut avoir certaines résistances à s'investir pleinement dans le développement de l'aspect entreprise de notre pratique et qui font que derrière, c'est tout le projet qui perd en viabilité. Donc pour moi, il y a une première question à se poser, c'est les peurs et les croyances que vous pouvez avoir sur la question de l'argent, sur la question de votre sentiment de compétence. On parle souvent du syndrome de l'imposteur, qui arrive aussi souvent plutôt aux psychologues qui vont s'installer suite à une fin d'études assez récente, ou à des psychologues qui des fois ont déjà 10 ans de carrière, 20 formations à leur actif et qui encore ne vont pas se sentir suffisamment légitimes pour accompagner. Donc ça peut être ça peut être aussi les appréhensions que vous avez sur ce qui se passerait une fois en libéral. C'est qu'est-ce que je fais si je suis trop fatigué, si je me sens trop seul, si je ne suis pas capable au final de pouvoir encaisser toute cette charge émotionnelle, toute cette charge administrative, fiscale ou ce que vous voulez. Donc, dans un premier temps, pour moi, c'est lister toutes les croyances, toutes les peurs que vous pouvez avoir par rapport à cette installation et commencer un premier travail dessus. La deuxième chose qui va être intéressante, c'est la modélisation de votre projet. Je vous rencontre trop de psychologues et psychothérapeutes au quotidien qui se sont lancés corps perdu dans le libéral sans avoir réfléchi à leur pratique. La modélisation du projet, elle va passer par plusieurs choses. À qui je m'adresse? Quoi comme approche? Quel cadre je propose? Pour moi, c'est au moins ces 3 questions-là. Si vous ne savez pas quel sera votre public, est-ce que je préfère les enfants, les adolescents, les adultes? Si vous ne savez pas quelles sont vos forces, quelles sont les approches que vous pourrez proposer à votre installation et dans votre développement futur, si vous n'avez pas réfléchi à ça, pour moi, vous foncez droit dans le mur. Ça se passera très bien pour certains. Il y a peut-être certains qui ont passé par cette vidéo qui se diront « non, moi j'en connais un tel, il ne s'est pas posé 1000 questions, il s'est lancé, puis ça a très bien fonctionné. » Oui, c'est peut-être vrai. Mais regardez où il s'est installé. Regardez à quel moment. Regardez quelle approche il avait déjà. Il y a tout un tas d'éléments qu'on ne va pas considérer, mais qui peuvent favoriser la réussite d'un psychologue et l'échec d'un psychologue. Où il s'installe, si je m'installe à Paris avec la concurrence qu'il y a, ce n'est pas les mêmes stratégies et le même niveau d'exigence de ces stratégies-là qui doivent être observées versus un psychologue qui s'installe, j'avais l'exemple là en Guadeloupe, dans une région bien particulière où désert médical, donc très peu de psychologues, donc ça explose les demandes. On est sur des lieux et des réalités complètement différentes. Pour moi, de manière générale, vous devez de réfléchir à votre projet et à le modéliser. Pour ça, j'aime bien utiliser un exercice qui est tout simple, qui s'appelle Canvas, que vous allez voir affiché à l'écran. Et le modèle Canvas, c'est un tableau que moi je vous propose de remplir. Et c'est de réfléchir, au fait de remplir ce tableau-là. Donc c'est par exemple réfléchir à vos clients, à vos patients, en fonction de l'approche que vous allez avoir. Qui sont ceux que vous voulez aider. C'est quelles actions principales vous devez entreprendre, quels sont les outils et les compétences que vous devez posséder pour offrir vos services. Qu'offrez-vous que d'autres ne font pas? Ça, c'est super important. Il y a une notion d'analyse de la concurrence directe. Quels sont les autres psychologues, psychothérapeutes qui ont la même approche que moi dans mon périmètre, mais aussi les concurrents indirects. C'est, admettons que vous travaillez principalement avec des personnes anxieuses, vous allez devoir être vous êtes en concurrence avec les hypnothérapeutes, avec les sophrologues, avec les kinésiologues, avec les ostéopathes, avec les masseurs, les énergéticiennes, vous êtes en concurrence indirecte avec tous ces gens-là. Parce qu'à ce moment-là, les personnes, elles, s'intéressent davantage aux bénéfices qu'à la fonctionnalité de votre approche. C'est-à-dire qu'une personne va rechercher davantage à faire baisser son anxiété qu'à suivre une TCC. Même si au final, on pourrait dire qu'une TCC, elle aura plus de valeur scientifique que telle ou telle approche. On n'est pas là pour hiérarchiser les approches, mais simplement pour se dire que vous devez réfléchir à ce que vous offrez que les autres n'offrent pas. Et parfois, la proposition de valeur peut se situer dans des paramètres qui sont indépendants de votre volonté. Je prends mon exemple, ça peut être mon âge.
j'ai certaines personnes qui m'ont notifié le fait qu'elles sont venues me voir, principalement parce qu'elles me trouvaient jeune et qu'elles considéraient que leur problématique allait être mieux comprise que si c'était pour une personne plus âgée. À l'inverse, je peux avoir des patients plus âgés qui m'ont dit voilà, vous êtes trop jeune pour pouvoir comprendre ce que j'ai, et qui préfèrent des patients plus âgés. Donc vous allez avoir aussi ces choses-là. Au-delà des sessions, donc c'est toute la relation client-patient, au-delà des sessions, des séances, comment entretenez-vous une relation avec vos patients? Donc c'est réfléchir à vos canaux de communication, est-ce qu'on va discuter par mail, par WhatsApp, que par SMS, que par téléphone? Quels sont les partenaires qui vont enrichir votre service? Je prendrai par exemple un psychologue qui travaille sur le traitement des phobies, par exemple phobie en avion, et qui pourrait être en partenariat avec un hypnothérapeute, qui pourrait être en partenariat avec l'armée de l'air, qui est un simulateur d'avion. Enfin bref, on aurait tout un tas on a la chance en tant que psychologue de pouvoir penser notre pratique et de la rendre très riche. Donc ce sont des éléments qui peuvent être pris en compte. Ensuite, on va se pencher sur deux autres aspects, c'est quels sont les coûts que je vais avoir. Et là, on va dissocier deux choses, les coûts fixes et les coûts variables. Les coûts fixes, c'est que votre activité marche ou ne marche pas, il faudra payer ça. Location du cabinet, Doctolib éventuellement si vous le prenez, site internet, carte de visite. Ça, que votre activité elle fonctionne ou qu'elle ne fonctionne pas, il faudra le payer. Ensuite, vous avez les coûts variables. Les coûts variables, c'est par exemple, si vous avez l'habitude de remplir un contrat thérapeutique à chaque nouvelle séance, à chaque nouveau patient, plus j'ai de nouveaux patients, plus il faut que j'en imprime, donc plus ça me coûte des sous. Donc on va avoir des coûts variables. Donc les dépenses, combien je m'attends à dépenser. Et puis ensuite les revenus, c'est comment je vais être payé, chèque, espèce, carte bleue, virement, ce que vous voulez, et combien je serai rémunéré. C'est-à-dire combien je vais mettre par séance. Est-ce que je veux une séance à 40, à 50, à 60, à 70, à 80, à 90, à 100 euros, peu importe. Est-ce que je marche par groupement de séances? Je vends 10 séances d'un coup pour 900 euros. Ou je vends 10 séances. Bref, c'est réfléchir à la manière dont vous pensez votre pratique. Et encore une fois, il n'y a pas de règles. Il y a des espèces de règles implicites qui apparaissent où il faudrait 60 la séance, payer qu'une fois par séance, etc. Il y a d'autres choses qui peuvent être pensées. Vous pouvez penser aussi à un cadre différent qui est le vôtre. Vous êtes en libéral, justement, c'est là toute la richesse. Donc voilà, pour moi, j'aime bien utiliser ce modèle-là pour penser vraiment toute notre pratique. Le troisième point, qui va être important, c'est réfléchir au statut juridique. Parce que le choix du statut juridique peut vraiment faire passer de votre entreprise à un développement incroyable, comme peut vous la faire couler en même pas un an. L'impact que va avoir le statut peut être double. Principalement, il est financier. Quelle cotisation va avoir mon statut? Est-ce qu'elle absorbe mes charges ou pas? Quelle fiscalité elle propose? Voilà, c'est à peu près ces points-là qu'on veut regarder. En gros, la plupart des personnes qui s'installent en tant que psychologue et psychothérapeute en libéral vont avoir le statut micro-entrepreneur, qu'on a pu appeler aussi auto-entrepreneur, mais qu'on appelle de manière plus officielle entreprise individuelle au régime micro. La particularité ici, c'est que le régime micro est un régime adapté pour la fiscalité. C'est-à-dire qu'en gros, l'État va considérer que vous allez percevoir un chiffre d'affaires. En l'occurrence, on ne peut pas dépasser 77 700 quand on est en micro-entreprise. On va arrondir à 100 000, même si ce n'est pas possible pour la facilité du calcul. Vous allez avoir un certain nombre de charges. Admettons que vous gagnez, 50 000 euros, puis vous avez 25 000 de charges. Donc, 50% de votre chiffre est absorbé par les charges. À ça se rajoutent les cotisations sociales qui, en entreprise individuelle au régime micro, sont de 23,4%. Donc, on a quasiment un quart qui part également. Donc, on aurait grossièrement 75% du chiffre qui part. Sauf que l'État, dans les micro-entreprises, va considérer un abattement forfaitaire. C'est-à-dire que dans son calcul de l'impôt, elle va considérer que 34% de votre chiffre d'affaires, c'est-à-dire l'entièreté de la somme que vous générez, correspond à vos charges. C'est-à-dire que si je gagne 100 000, elle va considérer que 34 000 est dédié à mes charges et à mes cotisations. Donc en gros, il me reste 66 000 et 66 000 est imposé. Sauf qu'on l'a vu dans notre exemple, admettons que je gagne effectivement 100 000, qu'il y a 50 qui part dans mes charges et puis 25 qui part dans mes cotisations, il me reste 25. Sauf que l'État considère qu'il me reste 66. Donc on voit bien qu'il va y avoir un problème parce que je vais être imposé à 66 alors que j'ai que 25 et donc je vais me retrouver complètement écrasé par la fiscalité. Donc là, c'est pas intéressant. Et ce serait intéressant peut-être de basculer vers un autre statut. Mais lequel? Là, ça dépend de plusieurs choses. Est-ce que je veux me développer seul? Est-ce que je veux me développer en groupe? Est-ce que j'ai des projets d'achat? Est-ce que j'ai des projets de financement de certaines choses, de collaboration, de redevance?
Il y a plein de paramètres à prendre en compte et qui vont justifier de se rapprocher de tel statut ou de tel statut. Est-ce que je suis plutôt micro-entreprise? Est-ce que je suis plutôt entreprise individuelle au régime réel, c'est-à-dire prise en considération des charges exactes? Est-ce que je suis plutôt en SASU? Est-ce que je suis plutôt en SASU à l'impôt sur le revenu, à l'impôt sur les sociétés? Donc voilà, toutes ces questions-là, évidemment c'est des choses qu'on traite dans l'Académie du libéral, mais c'est des choses qu'il va falloir se poser, des questions qu'il va falloir se poser pour pouvoir vous installer et être le plus serein possible à court terme, moyen terme et à long terme. Et ça peut être compris dans la stratégie d'être d'abord dans un premier statut et puis de le faire évoluer avec le temps. Donc voilà, ça c'est les choses qu'il va falloir se poser comme question, plutôt en entreprise individuelle ou en société, parce que le régime fiscal et le régime social va être impacté. Je n'entrerai pas dans le détail de chacun des statuts, mais voilà, si ça vous intéresse, vous savez que j'ai des ressources sur le sujet. Et puis n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, comme ça éventuellement je pourrais faire une vidéo spécifiquement sur la comparaison des statuts juridiques. Et on pourrait partir par exemple d'un chiffre d'affaires qui est identique et voir à la fin combien on a. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça peut vous intéresser. Le quatrième point, c'est comment communiquer. C'est-à-dire que quand on s'installe, l'objectif, nous, la seule chose qu'on a à faire, c'est d'obtenir des nouveaux patients. J'obtiens des nouveaux patients, je fournis le meilleur travail possible. Ces patients-là reviennent pour pouvoir aller au bout de leur thérapie et ils me recommandent derrière à leurs proches. C'est un cercle vertueux. Donc ça, c'est le meilleur scénario possible. Nous, on est formés sur l'étape d'après, quand ils arrivent. C'est-à-dire, ils sont là, je fournis le meilleur travail, et ils reviennent, et ils en parlent. Nous, on est formés à ça. Par contre, ils arrivent, ça, on n'est pas formés. Donc, c'est tout l'objectif d'apprendre comment on fait ça, c'est que vous allez obtenir des nouveaux patients, et derrière, vous faites ce que vous savez faire. Donc, comment on fait pour les obtenir? Il y a 6 grands canaux de communication. Fiche Google, site internet, fichier achat prospect, réseau social, réseau professionnel et support de communication. Vous avez ces 6-là. C'est ce qui va vous permettre d'apporter à votre entreprise des nouveaux patients, des nouveaux clients. Maintenant, tous ne se valent pas. En fonction de ce que vous avez comme activité, il y en a peut-être certains qui vont être plus intéressants que d'autres. Il y en a qui vont être plus coûteux en termes de temps, d'autres qui vont être plus coûteux en termes d'argent. Et donc, il va falloir choisir, vous, ce qui vous convient le mieux. Moi, ce que je vous conseille quand vous vous installez, c'est déjà, en premier lieu, quoi qu'il arrive, fiche Google My Business. Première chose à faire. Au strict minimum, il faut que vous en ayez une et il faut l'optimiser, s'il vous plaît. Il y a tout un tas de règles à respecter pour bien l'avoir optimisé. Et une fois que vous l'avez fait, vraiment, ça vous coûte plus de temps et ça peut vraiment vous rapporter beaucoup de personnes. Je pourrais vous montrer une capture d'écran. Justement, là, moi, j'ai essayé de traquer un petit peu d'où venaient les personnes. Les gens qui me recherchent et qui me découvrent par Google, là je crois que j'ai regardé sur les 40 derniers patients que j'avais, les nouveaux patients que j'avais, c'est peut-être la moitié qui viennent grâce à Google. Deuxième chose, c'est faire un site internet. L'avantage que vous aurez à faire un site internet, c'est qu'ils vont apparaître, votre site internet va apparaître dans le haut des recherches et donc de nouveau les personnes vont pouvoir cliquer pour pouvoir prendre rendez-vous avec vous. L'intérêt du site internet sur la fiche Google, c'est que grâce au site internet, vous allez pouvoir apporter plus de transparence sur votre pratique. C'est votre tarif, votre cadre, éventuellement des témoignages, ça peut être vos différentes approches, votre philosophie, votre manière de voir les choses, la durée des séances, etc., etc., votre localisation. Donc on apporte plus de transparence et donc plus de confiance pour les patients. Le troisième, les fichiers achats prospects, ce que j'appelle comme ça, c'est Doctolib, Psychologue.net, PsyNU, c'est toutes ces choses-là. Donc vous payez un abonnement et puis en échange, ils vous donnent accès ou en tout cas, ils vous apportent des patients. En fait, c'est ni plus ni moins que des fichiers d'achat prospects. Moi, je ne suis pas fan de ça sur le long terme parce que vous devenez dépendant de quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Ça, j'en ferai une vidéo à part entière. Doctolib or not Doctolib, je m'étais imaginé un petit truc comme ça. L'inconvénient, c'est que l'algorithme, on ne le maîtrise pas. Et donc, pour une raison qu'on ignore parfois, on peut avoir énormément de patients qui viennent grâce à eux, comme des fois, on peut ne plus rien avoir du tout. Moi, j'ai eu la chance que ça a toujours bien fonctionné, mais je trouvais que 150 € mis là-dedans, alors que j'arrivais à avoir une patientèle sans ça, c'était un peu fort de café, donc j'ai voulu arrêter. Mais voilà, il faut réfléchir à ça, fichier d'achat prospect. Les réseaux sociaux, pour moi, ça, c'est le numéro 1. C'est-à-dire que si vous aimez créer du contenu, vous pouvez avoir que ça et tout roule. Moi, j'ai plusieurs exemples de psychologues avec qui j'ai travaillé, soit avec qui j'ai pu échanger comme ça, ou soit avec qui des personnes qu'on a pu accompagner avec l'académie, et qui, juste avec un réseau social et une modélisation de projet bien faite,
ils ont des listes d'attente de 5-6 mois d'avance. Donc vraiment, ça peut être le numéro 1, mais c'est hyper chronophage, il faut vraiment aimer ça. Il faut vraiment considérer que c'est un truc à côté en plus. Si vous le faites juste pour obtenir des patients, honnêtement, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Il peut en valoir le coup, mais vous n'êtes pas certain que ça fonctionnera comme les exemples que je viens de vous donner. Ensuite, le réseau pro, c'est les formations que vous allez faire, c'est les contacts que vous avez de médecins, c'est vos voisins de palier. Moi, j'ai une psychologue qui travaille plutôt spécialisée dans l'autisme et la guidance parentale. J'ai une masseuse aussi en face. Donc voilà, c'est des espèces de partenariats implicites qui peuvent se faire comme ça et qui font partie du réseau professionnel. Et puis enfin, on va avoir les supports de com. Alors voilà, moi j'ai une carte de visite. Honnêtement, moi je le fais vraiment parce que j'aime bien, mais je le fais pas parce que je sens que ça m'apporte des patients. Je le fais parce que ça me permet de donner mes coordonnées à mes patients. Voilà, tenez, vous avez ma carte, il y a mon numéro de téléphone, mon adresse mail, mon site internet. Et puis je sais que ça facilite aussi le bouche à oreille. Pendant une soirée, tiens, j'ai démarré un travail avec un psy. Ah ouais, c'est qui? Tiens, regarde, je te file sa carte. Et donc ça rend palpable, ça devient un objet. Par contre, faites-en un bien. Moi, j'ai la prétention de dire qu'elle est bien, elle me plaît en tout cas. Il y a des petits reliefs, ce genre de choses, mais parce que je sais que derrière, c'est moins susceptible d'être un truc qu'on jette parce que c'est tout blanc et que c'est pas très joli. Ça, c'est plutôt quelque chose dont on va essayer de prendre soin. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, j'avance avec cette philosophie-là. Donc voilà pour moi les 6 grands canaux de communication. Et donc au minimum, quand vous vous installez, pour moi, c'est fiche Google, c'est site internet. Et puis ensuite, derrière, vous allez mobiliser le réseau qui vous parlera le plus. À titre personnel, je les mobilise tous. Et je vois ce qui me rapporte le plus. Actuellement, fiche Google, site internet, c'est mes numéros 1. Ensuite, c'est mes recommandations, donc je le considère dans le support de com. Et les réseaux sociaux, ça dépend. Quand je publie du contenu, je peux avoir 5-6 nouveaux patients qui arrivent, ça dépend, on va dire entre 5 et 10 par mois qui vont venir d'Instagram par exemple. Comme je peux en avoir beaucoup moins, là sur le mois d'été, j'en ai peut-être 1 ou 2 par mois parce que je ne crée pas de contenu tout simplement. Donc voilà, à vous de voir, mais en tout cas, fiche Google, site internet au plus tôt possible parce que vous allez pouvoir dans le temps créer quelque chose qui va rester et qui vous apportera constamment. Tandis que les réseaux sociaux, comme je vous donnais, c'est assez éphémère, donc au bout d'un moment, ça s'épuise si on s'arrête, ce qui n'est pas le cas du site, en tout cas moins, et de la fiche Google. Dernier point, c'est comment s'organiser au quotidien. Donc alors, ici, l'organisation, elle va être hyper importante parce qu'on peut des fois fonctionner très vite, très tôt. Ça a été le cas d'une psychologue avec qui j'ai pu échanger, qui justement prenait rendez-vous parce que ça a matché tout de suite. Elle a eu tout de suite beaucoup de personnes, beaucoup de demandes, sauf qu'elle n'avait pas suffisamment automatisé tous ses process, son organisation, etc. Donc ce que je vais appeler organisation, c'est comment je prends mes notes, à quel moment je les retravaille, à quel moment je rappelle pour prendre les rendez-vous, pour les confirmer, quand est-ce que je renvoie des mails, quels mails j'envoie, est-ce que je les automatise ou pas, comment est-ce que j'édite les factures, comment est-ce que je les envoie, etc. Donc en gros, c'est un peu toute la liste des choses que j'ai mis. Vous verrez si jamais vous êtes curieux et que vous allez sur l'Académie du Libéral, dans la page centrale qui la présente, tout en bas, moi je réserve aux élèves l'entièreté de mes contenus qui permettent d'automatiser le plus de choses possible au quotidien. Donc c'est des choses que moi j'ai vraiment créées là sur 3 ans, des choses qui étaient amenées à revenir assez régulièrement. Et moi je ne supporte pas faire des choses chronophages que je suis amené à répéter et qui ne me demandent pas un effort de cerveau. Donc moi je les automatise et comme ça me gagne du temps. Et moi je dis toujours, mon objectif il est double. 1, je me concentre sur mes patients et sur ma formation. Tout le reste pour moi, ça me gonfle et donc il faut que ça aille vite. Donc ça c'est des choses que j'ai automatisées et qui pour moi font partie de l'organisation au quotidien. Moi je prends encore une fois à titre d'exemple, j'ai 45 minutes de séance, 15 minutes de battement. Il faut que pendant ces 15 minutes de battement, j'ai fait tout ce qui était lié à la séance. Il ne faut pas que j'ai à revenir plus tard sur cette séance-là. Que ce soit pour reprendre des notes, que ce soit pour envoyer des mails, des factures ou autre. J'essaie de tout faire pendant ces 15 minutes. Des fois la séance dépasse un peu, il faut que dans les 5 minutes ça soit fait. Donc il faut avoir des process bien automatisés. Et donc ça c'est des choses que j'ai mis en place et que je propose aussi aux élèves. Donc voilà, ça c'est pour moi les 5 grandes choses à considérer quand on s'installe. Il y a évidemment plein d'autres spécificités dedans, mais je pense que ça fait déjà une bonne vidéo qui va durer une vingtaine de minutes. Si vous avez la moindre question, vraiment n'hésitez pas. L'objectif pour moi là, c'est de créer des vidéos. L'idéal c'est 1 fois par semaine. Donc je vais essayer à chaque fois de me baser sur des questions que j'ai pu avoir et puis sur des thématiques qui me parlaient. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas. Pour encourager cette démarche, je vous laisse à laisser un j'aime, laisser un commentaire, et puis voilà,
Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, prenez soin de vous, puis je vous souhaite une bonne installation, puis un bon développement. Et je pense que juste après, il y aura un petit générique avec des petites vidéos. N'hésitez pas à cliquer dessus si vous voulez aller plus loin. À bientôt.